Bonjour à tous ceux qui nous saluent dans le chat, c'est très Bonjour. appréciable. Plus de près de 170 participants, je pense que les gens sont au rendez-vous, on peut y aller. Bonjour à tous ceux et celles qui sont arrivés et qui sont en train d'arriver. Je vois la jauge qui augmente encore. C'est vraiment super de vous voir aussi nombreux. Je suis Juliette Allion, je travaille à l'association Auré et nous accompagnons depuis plusieurs années maintenant l'éco-organisme ReFashion dans ses rendez-vous de l'éco-conception, qui sont des ateliers mensuels avec différents formats. Les ateliers de sensibilisation qui sont des formats courts de 1 heure en début de matinée, comme celui d'aujourd'hui, mais également des formats d'accompagnement des marques qui sont des formats plus longs qui visent à vous accompagner dans vos stratégies d'éco-conception et favoriser les rencontres intermarques. Je suis accompagnée aujourd'hui de Adèle Rouccio, donc responsable éco-conception chez ReFashion, et de Madame Sophie Cornou, chargée de mission valorisation au pôle régénération chez ReFashion, qui nous fera une intervention tout à l'heure. Donc, on est ensemble pour 1 heure sur la thématique de la fin de vie des produits, comment mieux les comprendre pour mieux les concevoir. Donc, après cette brève introduction que je suis en train de vous faire, Adèle va vous présenter ReFashion. On aura ensuite une intervention de Sophie sur la fin de vie des produits textiles et chaussures, suivi d'un long temps d'échange sur ce sujet. On sait que ça peut soulever beaucoup de questions. Et ce sera ensuite un temps de clôture avec des recommandations d'éco-conception et une présentation de la plateforme Eco-Design. Et il sera temps de nous quitter par la suite avec un court questionnaire de satisfaction qu'on vous demandera de remplir à la fin. Je ne serai pas plus longue, Adèle, la parole est à toi. Et merci encore à tous et tous pour votre présence et je vous souhaite une bonne session. Merci beaucoup Juliette pour ces petits mots d'intro. On voulait commencer rapidement là, ce webinaire par vous représenter qui est ReFashion en quelques mots. Donc ReFashion, c'est l'éco-organisme en charge de la filière REP des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc REP ou REP, ça signifie la responsabilité élargie du producteur. Donc c'est un dispositif qui est en place dans le Code de l'environnement en France qui indique que les entreprises qui mettent sur le marché, donc en l'occurrence des textiles et des chaussures, donc sur le marché français, doivent assurer la prévention et la gestion de la fin de vie de ces articles. Donc soit elles sont en charge de le faire elles-mêmes, soit elles donnent cette responsabilité à un éco-organisme, ce qui est le cas pour la filière des textiles et des chaussures, d'où la place de ReFashion dans cette filière. Donc on est bien une société qui est privée, on est néanmoins à but non lucratif, et puis on est aussi agréé par les pouvoirs publics pour mener notre mission. On appartient aux marques, c'est-à-dire que dans notre conseil d'administration et dans nos associés, ce sont des marques que vous pouvez tout à fait connaître. Si Pierrick, tu peux appuyer une fois, voilà. Voici les marques qui font partie de nos différents, de notre gouvernance, donc que ce soit dans le conseil d'administration ou dans nos associés. Mais il y a aussi des organisations professionnelles, donc là, qui sont des fédérations de la filière textile et chaussures. Donc rapidement, comment ça fonctionne? Quel est le business model de ReFashion? Comment fonctionne cet éco-organisme? Sur ce schéma que vous voyez à l'écran, on a tout en haut de ce schéma ce qu'on appelle les metteurs en marché. Donc les metteurs en marché, ce sont les marques, les fabricants, les distributeurs, les importateurs, les places de marché qui versent à ReFashion ce qu'on appelle une éco-contribution. Cette éco-contribution, elle est redevable pour chaque produit qui est mis sur le marché, chaque produit textile, d'habillement, linge de maison, chaussures. Elle est redevable sous la forme d'un barème bien spécifique pour le nombre de pièces qui est mis sur le marché. Et puis, elle sert en fait à financer tout le reste de la filière textile, notamment la filière textile en aval. Notamment financer les opérateurs de tri, donc ceux qui vont en fin de vie trier les textiles et les chaussures, séparer ce qui est réutilisable de ce qui est recyclable. Cette éco-contribution, elle va aussi permettre de financer les collectivités locales et territoriales,
Donc, c'est-à-dire que ces collectivités, elles vont mener auprès des citoyens de leur territoire des actions de communication pour les inciter à trier leurs textiles et chaussures, à ne pas les mettre vers un flux d'ordures ménagères, mais à les déposer dans des points d'apport volontaires qui sont prévus à cet effet. Et puis, l'éco-contribution, elle sert aussi à soutenir l'innovation, développer des filières de recyclage opérationnel, industriel en France et en Europe. Et pour ça, on soutient des porteurs de projets chaque année grâce à notre challenge innovation, qui est notre appel à projet. Je ne vais pas m'étendre dessus puisqu'on a après notre intervenante Sophie Cornou qui rentrera un petit peu plus dans ses explications. Et puis plus globalement, hein, cette éco-contribution, elle sert à construire tout un écosystème pour la filière textile et l'orienter vers une économie la plus circulaire possible, donc en sensibilisant les citoyens, en encourageant l'éco-conception, etc., etc. On souhaitait vous faire un petit quiz de mise en route pour ce matin. On a quelques questions pour vous sur les chiffres notamment de 2020. Je souhaitais vous poser la question, à votre avis, combien de tonnes de produits textiles et chaussures ont été mis sur le marché français en 2020? Vous pouvez nous répondre dans le chat parce on avait prévu de vous faire un sondage, mais il y a des petits problèmes d'affichage. Ah non, c'est bon, ça marche, c'est parfait. Donc, est-ce qu'à votre avis, c'est 517 000 tonnes mises sur le marché en 2020, 617 000 tonnes ou 717 000 tonnes? Donc bien sur le marché français uniquement et uniquement sur l'année 2020 pour les produits textiles et chaussures. N'hésitez pas à répondre. Je vois qu'on commence à avoir pas mal de réponses. Je vais vous afficher les résultats, hop, que vous devez voir normalement. Et Pierrick, si tu peux passer à la slide, appuyer une fois sur ta slide pour afficher la réponse, eh ben, c'est moins que ce que vous pensez. Vous étiez plutôt sur les 717 000 tonnes alors qu'on est davantage autour des 517 000 tonnes mises sur le marché. Par en tout, 4 096 marques, donc par 4 096 metteurs en marché en 2020. Et la collecte, on a une deuxième question pour vous. Sur tout ce qui est mis sur le marché, donc c'est 517 000 tonnes en 2020, à votre avis, combien de pourcents de cette collecte, de cette mise en marché, pardon, est collectée? Est-ce que c'est 29% qui est collecté, 39% ou 49%? Je vous laisse quelques secondes pour vous positionner. Donc, vous étiez plutôt en faveur de 29%. Néanmoins, c'est 39%. Ça arrive en deuxième position selon vous. Effectivement, sur les 517 000 tonnes qui sont mises sur le marché, il y en a un petit peu plus de 200 000 tonnes qui sont collectées. Donc, elles sont collectées où? Dans des points d'apport volontaires. Il y en a à peu près 44 000 sur tout le territoire français, ce qui fait à peu près un point de collecte pour environ 1500 habitants. Et puis les derniers chiffres que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est sur le tri. Une fois que c'est collecté, derrière, c'est trié. Donc sur les 200 000 tonnes qui sont collectées, il y en a 156 000 qui sont triées. Donc il y en a entre ces 200 000 et 156 000, il y en a une partie qui sont destinées à la réutilisation, qui partent tout de suite dans un circuit de réutilisation. Donc ça fait à peu près 2/3 des tonnes qui sont collectées sont d'ailleurs triées et elles sont triées dans 64 centres de tri en France et en Europe. Je pense que ma présentation s'arrête ici pour laisser la parole à ma collègue Sophie Cornou, qui est chargée de mission valorisation au sein de Refashion et qui va vous parler des différentes missions, projets et outils qu'on peut avoir sur la fin de vie des textiles. Merci beaucoup. Merci Adèle pour cette introduction et belle présentation des chiffres. Donc, je continue en vous parlant de la deuxième vie des déchets textiles et chaussures. Et je rappelle quand même en préambule le périmètre d'analyse donc, qui est la filière TLC, donc textile, linge de maison et chaussures, sur la partie post-consommation. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas aujourd'hui sur les produits d'invendus, sur les chutes de production, et on n'intervient pas non plus sur les vêtements professionnels parce que notre éco-organisme en fait répond aux problématiques des ménages aujourd'hui.
Et ça, c'est valable en fait pour toutes les données, les chiffres que je vais vous communiquer aujourd'hui et toutes les informations en général. Donc, Adèle venait juste parler en fait du tri. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cycle de vie du produit, donc, il y a une phase qui est la nouvelle vie du produit. Et donc, ça va être les étapes qui vont permettre de transformer le produit en un déchet via différentes étapes de transformation. Et dans la filière textile, en fait, il y a deux voies de valorisation qui sont tout à fait complémentaires. La première, c'est la réutilisation. Donc, en fait, c'est la revente des produits jugés encore portables sur le marché de la seconde main. Et la deuxième voie, c'est le recyclage. Donc, ça va être toutes les étapes de transformation des textiles et chaussures usagés en nouvelles matières qui vont pouvoir être réintégrées dans de nouveaux produits. Alors, ce qu'il faut toujours garder en tête et qui est très important, c'est le mode de traitement, c'est la hiérarchie du mode de traitement des déchets, qui est en fait un ordre de priorité défini au niveau européen pour la gestion des déchets, et qui est valable en fait pas que pour la filière textile finalement. Donc la première priorité, c'est vraiment la prévention, c'est d'éviter au maximum de produire un déchet. On entend souvent parler du dicton le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Vient ensuite la réutilisation et le réemploi. La valorisation matière, qui est en fait le recyclage, la valorisation énergétique et enfin l'élimination, qui est vraiment le dernier recours qui est à limiter un maximum. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre qui est très important, c'est que le tri, c'est vraiment une étape qui est décisive et qui va permettre de définir les modes de traitement et de valorisation des textiles et des chaussures qui vont être collectés. Et sur ce graphique, en fait, c'est le résultat du tri dans les 64 centres de tri avec lesquels on travaille et qui sont conventionnés par eFashion en France et en Europe. Donc, on peut voir que le taux de réutilisation est de 56,5% aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment toute la partie, comme j'ai dit tout à l'heure, de vêtements et chaussures qui sont encore jugés portables et qui vont être revendus sur le marché d'occasion, principalement via les antennes d'associations, les friperies, en France et à l'étranger. Et ce que vous pouvez voir sur le schéma qui est très important, c'est qu'uniquement 5% de cette réutilisation va être conservée sur le territoire français. Donc, la grande majorité, aujourd'hui, va partir à l'export, à l'étranger, vers différents pays. Le taux de recyclage est de 33,3% aujourd'hui. Donc là, c'est toute la partie non réutilisable qu'on va devoir être amené à recycler. Et on a différents modes de traitement. Le premier, c'est l'effilochage. Donc, l'effilochage, ça consiste en fait à étirer des vêtements pour récupérer des fibres qui sont des fibres assez courtes qui vont peut-être être mélangées avec d'autres fibres dans lesquelles des additifs vont pouvoir être ajoutés pour créer des produits non tissés à destination de différentes industries. Ça peut être l'automobile, le bâtiment, l'ameublement, la décoration, par exemple. On reviendra tout à l'heure sur cette notion de non tissé qui est peut-être nouvelle pour nous tous aujourd'hui. Le deuxième mode de traitement, c'est la coupe qui va permettre de faire du chiffon d'essuyage. On a ensuite le défibrage, qui est une méthode assez similaire à l'effilochage, parce que c'est aussi un étirement des textiles pour récupérer des fibres. En revanche, la méthode est beaucoup plus douce et on va pouvoir récupérer des fibres qui sont plutôt longues à destination des filatures qui vont être capables de refaire un fil. Et enfin, on a le mode de traitement du broyage qui consiste à déchiqueter mécaniquement des matériaux. Le combustible solide de récupération, qu'on appelle CSR dans la filière, représente 9,1%. Et enfin, on a l'élimination avec ou sans valorisation énergétique qui va représenter à peu près 1% du gisement. L'objectif pour la filière, c'est vraiment aujourd'hui de développer des solutions qui sont industrielles à grande échelle pour mieux et plus valoriser les textiles et les chaussures usagées qui ne sont pas réutilisables. On a chaque année un gisement important, comme le présentait Adèle, à traiter. Alors, voici un second schéma qui est très important. Sur ce schéma, il y a plusieurs données. En bleu, vous pouvez voir le taux de réutilisation. En jaune, c'est le taux de recyclage. Et en rouge, donc c'est toute la partie des déchets ultimes qui vont partir sur l'élimination. Tout à gauche, en fait, sur l'abscisse, vous voyez que c'est le tonnage qu'on collectait à peu près il y a 10 ans. Donc, c'était en moyenne 100 000 tonnes de déchets textiles et chaussures qu'on collectait. Aujourd'hui, Adèle vous l'a dit, on collecte à peu près 200 000 tonnes chaque année. Et demain, on a un objectif qui est ambitieux mais réalisable de collecter 300 000 tonnes de déchets, de gisements chaussures et textiles.
Et ce qu'il faut bien lire ici, et ce qu'on peut constater, c'est que le taux de réutilisation diminue progressivement et doucement. Et ça, c'est la conséquence directe de l'augmentation des tonnages qui sont collectés, donc en jaune. On a plusieurs explications à cette tendance. Donc la toute première explication, c'est en fait que plus le citoyen va trier et va séparer ses déchets textiles de ses déchets ménagers, et bien plus la qualité qui arrive en centre de tri va régresser. Donc ça peut paraître particulier, mais en fait, plus on va collecter, moins on va réutiliser. Et il y a une deuxième explication importante qui est celle de l'expansion des marchés de la vente d'occasion, qui est beaucoup gérée aujourd'hui par des acteurs comme Vinted, Le Bon Coin, mais aussi Vestiaire Collectif, par exemple. Donc, ce sont de très belles démarches qui sont vraiment importantes et qui correspondent aussi à toujours garder en tête la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le réemploi, la réutilisation est primordial. Et bien, en fait, ces marchés ils sont en pleine expansion. Et ça va faire que le taux d'usage des vêtements va augmenter. Les vêtements vont être beaucoup plus portés, ils vont être plus lavés, ils vont avoir une vraie seconde vie. Et quand ils vont arriver enfin en centre de tri, leur qualité va régresser. Et c'est vrai que c'est une tendance qui va se perpétuer dans les années à venir, d'autant plus qu'il y a une loi qui va régir tout ça, qui va passer en 2020, qui veut que la collecte séparée des textiles va être rendue obligatoire pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certains pays européens et ça sera du coup en France. Donc, on a vraiment une augmentation de la collecte qui va entraîner des flux croissants de flux non réutilisables. Et c'est pour ça que ce que je disais en préambule, c'est qu'on a vraiment besoin de développer une industrie du recyclage qui soit opérationnelle et d'accélérer ce développement ciblé. C'est notre objectif un petit peu ultime, en tout cas sur la partie aval de la filière textile. Alors, recycler, c'est quoi? Recycler, ça consiste en fait à transformer des chaussures en nouvelles matières qui vont pouvoir être réintégrées ensuite dans des nouveaux produits. Et pour essayer de comprendre et avoir une vision bien globale, générale, de toutes les filières de recyclage qui existent aujourd'hui, MeFashion a développé une cartographie que certains connaissent peut-être, parce qu'elle est publique, elle est sur notre site, qui est la cartographie des textiles usagés. Donc, en fait, cette cartographie, elle permet de mettre en lumière plusieurs choses, à la fois toutes les solutions de recyclage qui vont exister et la diversité des acteurs et des débouchés qui existent. Et en fait, il y a deux choses à comprendre ici, qu'il faut à la fois essayer de bien caractériser ce qu'on souhaite en fin de cycle de vie pour que les marchés se construisent. Il faut aussi qu'il y ait des acteurs qui soient capables de préparer la matière, de la transformer pour ensuite servir ces marchés. Alors, comment lire cette cartographie? Je vous propose en fait de bien regarder le centre. On part du centre. Vous avez en fait toutes les différentes matières qui composent les textiles aujourd'hui, qu'on a séparées en matières synthétiques, le coton et les autres fibres qui sont cellulosiques. On a la laine, la viscose qui sont bien séparées. Et ensuite, il y a deux masses qui sont les mélanges de laine et de synthétique et les mélanges de coton synthétique. Ensuite, vous avez dans la zone rose clair toutes les étapes de préparation de la matière. Et il y en a une qui est vraiment importante, c'est l'étape du délissage, qu'on appelle aussi démantèlement. C'est complètement indispensable avant de pouvoir imaginer passer sur des étapes de transformation. Et donc, en quoi ça consiste de délisser? Ça consiste à retirer toutes les garnitures d'un vêtement. Donc, ça peut être les points durs, les fermetures éclairs, les boutons, les rivets, par exemple, mais aussi les étiquettes, les coutures, les velcro, par exemple. Et en fait, tous ces éléments sont importants et ils sont considérés comme perturbateurs au recyclage. Donc, l'étape du délissage est tout à fait indispensable avant de passer sur d'autres étapes de préparation, donc qui est la partie en rose clair, et ensuite de passer aux étapes d'intégration des matières, qui est toute la partie en jaune clair. Et ensuite, toutes les bulles que vous voyez en fin de parcours, en fin de schéma, elles représentent en fait l'ensemble des débouchés et des différentes applications qui existent aujourd'hui et qu'on a identifiées dans la filière. Alors, comment traiter les produits? Comment recycler? Il y a deux façons de voir les choses et de l'imaginer. D'abord, il y a un premier sujet, c'est de traiter le gisement en boucle fermée. Donc ça veut dire simplement refaire du fil. Donc, c'est probablement la démarche la plus logique pour nous tous, étant donné qu'on est dans la filière textile, mais ce n'est pas forcément la plus évidente, c'est assez complexe. Vous voyez, alors avec ma souris, je ne pense pas que vous voyez ma souris, mais
Au niveau du synthétique bleu, à gauche, il y a l'étape du défibrage, donc c'est à peu près à gauche du schéma dans les étapes de préparation, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est vraiment importante. Hein. Ça permet d'étirer les vêtements, de récupérer des fibres longues et d'en refaire du fil à destination des filatures. Donc ça, c'est du recyclage qui est mécanique, mais il y a aussi une partie importante et qui est en plein développement aujourd'hui, c'est le recyclage chimique. Donc il y a 2 étapes, c'est à peu près en haut à gauche du schéma, les étapes de dissolution chimique et de dissolution enzymatique. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans les vêtements, il y a beaucoup de polyester, c'est une réalité hein, dont on a tous conscience, et la fibre polyester synthétique est beaucoup utilisée, c'est d'ailleurs la première qui est produite dans le monde avant toutes les autres fibres. Donc c'est quelque chose quand même qui est très présent dans les textiles. Et on s'est aperçu que la méthode chimique était quand même plus efficace que la méthode mécanique aujourd'hui pour traiter le vêtement. Alors, il va y avoir des étapes un petit peu complexes, en fait, qui consistent à dépolymériser la chaîne macromoléculaire, de récupérer un monomère de base auquel qu'on va purifier, auquel on va potentiellement ajouter des additifs et qui vont permettre de retourner sur un polymère, un polyester, qui sera aussi efficace avec autant de compétences que le polyester de base qui est issu de la pétrochimie. Et c'est important, hein, le recyclage chimique va prendre un peu plus d'ampleur dans les années à venir. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'initiatives et d'implantations qui vont arriver en France en 2025, qui vont être implantées en Normandie. Donc il y a 2 gros acteurs, Eastman qui est américain et Loop Industries qui est canadien, qui vont en 2025 créer des unités industrielles permettant de capter du gisement textile et d'en extraire du polyester. Ils vont aussi capter un gisement, bouteilles plastiques et autres emballages en PET, mais ils ont quand même un vrai sujet et on les attend sur le textile. Et sur la dissolution enzymatique, je fais un petit aparté aussi parce que c'est important. On a une petite pépite française qui s'appelle Carbios, qui s'est positionnée dessus il y a quelques années et qui est capable aujourd'hui aussi alors à titre de démonstrateur aujourd'hui, donc ce n'est pas encore à l'échelle industrielle, semi-industrielle, qui est capable aussi de dépolymériser. Et en 2025, ils vont avoir aussi une unité industrielle. Voilà, donc ça, c'est les étapes mécaniques et chimiques qui vont permettre de traiter le sujet en boucle fermée et de recréer du fil. On a ensuite une autre façon de voir le sujet qui est de traiter le sujet en boucle ouverte. Donc là, principalement, l'idée, c'est de créer du non-tissé. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Une étape importante, c'est qui est l'effilochage, donc d'étirer les vêtements pour récupérer des fibres qui vont être courtes, qui vont être mélangées à d'autres fibres. On va pouvoir y ajouter des additifs. Et ensuite, il y aura des étapes d'intégration que vous voyez un petit peu en bas, l'étape du nappage, l'étape du thermoliage, par exemple, qui vont permettre de créer des produits en non-tissé. La boucle ouverte, c'est toutes les débouchés que vous voyez à peu près en bas à gauche jusqu'en quasiment en haut à droite de la cartographie. Un exemple très concret qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est la marque Le Métis, tout en bas à gauche, qui a été créée il y a quelques années par Le Relais. Le Relais, c'est l'opérateur de collecte et de tri historique en France et qui a créé sa marque, en fait, Le Métis, qui est un produit d'isolation de non-tissé qui va permettre de faire de l'isolation pour bâtiments. Sachant que le marché de l'isolation est vraiment un marché prioritaire aujourd'hui pour la France en termes de transition écologique. Donc, c'est une méthode de transformation qui marche très bien et qui est reconnue aujourd'hui. Alors, pourquoi le sujet de la boucle ouverte est vraiment important? Parce que c'est le sujet c'est les méthodes qui vont permettre demain de capter un gisement important. Et surtout, on le voit bien sur la cartographie, qu'on a un nombre de débouchés et d'applications qui est quand même très nombreux, un peu plus que les débouchés de recréer du fil, si vous voulez. Donc, je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur cette cartographie. De toute façon, on pourra y revenir aussi après dans le temps d'échange s'il y a des questions. Et je rappelle qu'elle est aussi disponible sur le site internet de Refashion. Et donc, quand Refashion a créé cette cartographie, il s'est passé qu'il y a eu un fort engouement de tous les acteurs et toutes les parties prenantes de la filière pour essayer de rentrer en contact avec telle ou telle solution de recyclage, tel acteur. Et donc, il a fait sens à un moment donné de dire, bon, on aimerait réunir toutes ces solutions de recyclage et tous ces acteurs au sein d'un même dispositif. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de créer une plateforme digitale qui s'appelle la plateforme Recycle de Refashion. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Qui est une plateforme digitale, comme je disais, de mise en relation des acteurs du recyclage. Donc, on est vraiment sur des professionnels
à destination des textiles et chaussures non réutilisables post-consommation. Je me répète un petit peu, mais on est vraiment sur le sujet du post-consommation. Donc, cette plateforme n'est pas du tout à destination des invendus, des chutes de production. Et pour le moment, on n'adresse pas non plus le sujet sur les vêtements professionnels. Cette plateforme, elle a plusieurs objectifs. En fait, elle permet à la fois de faciliter les échanges entre les acteurs et notre rôle aussi au sein de Refashion, hein, c'est pour ça que la plateforme a été créée, c'est de bâtir vraiment des ponts entre les acteurs et les solutions de recyclage. Donner de la visibilité à certains sont plus ou moins connus et ont besoin de se faire voir, de recenser la matière issue du recyclage des textiles et chaussures, et bien sûr de développer des solutions de recyclage. La plateforme, elle a été développée à la fois en français et en anglais pour permettre, pour profiter des solutions de recyclage qui sont proposées par nos pays voisins européens. On sait faire des choses en France, mais on a aussi nos voisins qui sont très bons sur d'autres méthodes. Et donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de mutualiser tout ça et de travailler tous ensemble d'un point de vue européen. Et bien sûr, l'objectif ultime, cette plateforme, c'est un véritable tremplin pour nous parce qu'elle permet vraiment de développer l'industrialisation du recyclage, qui est l'élément clé pour être plus efficace sur le gisement à traiter. C'est une plateforme qui a été lancée il y a quelques mois, donc en octobre l'année dernière, par une entreprise qui s'appelle Inex Circular, avec qui on travaille main dans la main. L'inscription est individuelle, donc c'est soit entreprise, soit association, et c'est gratuit. En revanche, il y a une sélection très fine qui est faite par Refashion. Il y a toujours une approbation pour chaque demande entrante. L'idée, c'est quand même de proposer sur cette plateforme uniquement des contacts qualifiés et surtout des entreprises qui vraiment aujourd'hui sont capables d'apporter des solutions, soit d'apporter du gisement, soit d'être capable de transformer la matière, soit de pouvoir l'intégrer dans des produits. On est vraiment sur quelque chose d'efficace aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose dans un an. Donc, on fait vraiment attention à qui on sélectionne sur cette plateforme. Pour vous donner une idée, pour le moment, il n'y a que 250 entreprises, ce qui n'est pas énorme au regard de toute la filière, mais on est vraiment sur cette sélection très fine. Et la plateforme est vraiment bien faite, elle permet d'identifier en 3 clics seulement les solutions adaptées aux problématiques de chacun et les contacts qualifiés. On a des utilisateurs, bien sûr, cœur de cible, j'insiste un petit peu là-dessus. La première cible pour nous, ce sont les fournisseurs du gisement de textiles et chaussures, qui sont principalement les opérateurs de tri aujourd'hui. Ensuite, on a les transformateurs de la matière. Donc ça va être toutes les entreprises qui vont être capables de la préparer et de la transformer. Certaines entreprises ne font que de la préparation, certaines ne font que de la transformation, certaines ont un processus complètement intégré. Et enfin, on a, alors je reviens quand même sur les transformateurs, c'est notre cible, on va dire, privilégiée dans le sens où sans elle, on ne peut pas transformer la matière. C'est-à-dire qu'on a le gisement, mais on ne sait toujours pas quoi en faire. Et il y a une cible aussi très importante, bien sûr, ce sont toutes les industries clientes qui aujourd'hui ou demain sont capables d'acheter ou d'intégrer des matériaux qui sont issus de tout ce processus de recyclage. Et on a également d'autres acteurs sur la plateforme qui vont avoir plus un rôle de prescripteur pour nous, d'essayer de nous aider à chercher des acteurs pertinents. Donc, on va travailler avec des pôles de compétitivité, des fédérations, des chercheurs également, différents types d'acteurs. Donc, la plateforme Recycle, c'est un dispositif, c'est un outil parmi tant d'autres qui sont développés par Refashion. Bien sûr, en amont de la filière, sur la partie conception, il y a beaucoup d'outils qui sont développés. Et sur la partie aval, il y a beaucoup d'outils également. Et la plateforme Recycle, elle est récente. Il y a un autre outil, un autre dispositif dont a parlé très rapidement Adèle tout à l'heure, qui existe depuis 2010, qui est le Challenge Innovation. Donc, certains ont déjà dû en entendre parler. Donc, le Challenge Innovation, pour nous, c'est vraiment important parce que l'objectif, c'est d'arriver à trouver des solutions industrielles et commerciales qui vont permettre d'arriver à terme à une industrie beaucoup plus circulaire, 100% circulaire. Et depuis 2010, Refashion en fait, soutient des projets financièrement. Ça fait partie de notre cahier des charges d'agrément. On a chaque année un minimum 500 000 euros qui doit être engagé et soutenu sur des projets d'innovation. Et donc, depuis 2010, on a soutenu 60 projets pour à peu près 5,5 millions d'euros. Sur les 60 projets, on en a 5 nouveaux qui ont débuté tout juste au mois de mars. On en a 19 qui sont toujours en cours. Et sur les 36 finalisés, on en a 15 qui ont abouti à des pilotes industriels. Donc là, on est vraiment sur une dimension industrielle. 14 qui ont des très bons résultats, mais qui se sont arrêtés à des niveaux laboratoires ou semi-industriels pour le moment. Et on a 7 qui n'ont pas abouti.
Cette année, pour la session 2021, on a essayé un tout nouveau format en partenariat avec SoSciences. Et donc là, c'était un format assez différent des autres années, tout à fait collaboratif, qui mettait autour de la table l'ensemble des acteurs qui sont capables demain de proposer des méthodes qui vont nous amener vers une filière 100% circulaire. Donc ça va être à la fois des personnes qui sont capables d'avoir du gisement, de le traiter et aussi de l'intégrer dans des nouveaux produits. La problématique de cette année, c'est comment produire des matières à haute performance environnementale qui sont issues des textiles et chaussures usagées non réutilisables, toujours sur le même périmètre d'action, et qui répondent aux besoins marchés, à la fois en termes fonctionnels, il faut que ça fonctionne, mais aussi économiques. L'idée, c'est quand même que derrière, il y ait une valeur qui soit ajoutée et qu'on soit sur des projets qui économiquement parlant soient bien. Et donc, on a 5 projets lauréats qui ont été choisis par le jury Refashion, donc, que je vous présente ici. Le premier, c'est Titium. L'objectif, c'est de développer un démonstrateur au niveau industriel, hein, vraiment, afin de produire du Titium, qui est en fait un matériau composite qui a été créé par cette société, et sous forme de panneaux usinables qui vont être à destination des marchés de l'ameublement et de l'aménagement. On a le projet Revival, qui est à destination des chaussures. Donc, l'idée, c'est de créer un démonstrateur d'utilisation de l'EVA, qui est un polymère élastomère, qui est principalement composé dont la composition est principalement faite sur les semelles de sneakers, à destination de sous-couches parquet. Donc, Revival travaille avec un client, un gros client industriel, qui cherche en fait à proposer à ses clients finaux des sous-couches parquet à partir de chaussures. Le projet Mystery, qui consiste à prototyper l'utilisation de capteurs optiques multispectraux pour caractériser les textiles ménagers usagés, très important. Tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le gros enjeu quand même, et c'est pour ça qu'on traite beaucoup le sujet du recyclage en boucle ouverte sur du non tissé, c'est parce que les vêtements aujourd'hui, vous le savez, je pense tous, sont quand même composés de multimatériaux. Donc, on parle de multicomposition, multimatériaux. C'est très rare aujourd'hui. Enfin, c'est rare. C'est moins fréquent de trouver des vêtements qui sont composés d'un seul matériau. Et donc, on a ce gisement qui est rempli de matériaux différents, avec parfois des étiquettes qui ont disparu, des étiquettes qui sont effacées. Donc, on ne peut plus lire la composition. Donc, on ne peut pas se fier aujourd'hui à l'étiquette. Et donc, on a vraiment besoin de développer des solutions techniques qui vont nous permettre de lire et de caractériser ce qu'il y a à l'intérieur des textiles. Et donc, la solution Mystery répond à cet enjeu. On a le projet Green Cause, qui est de tester un procédé de recyclage chimique sur des gisements textiles usagés qui vont être composés majoritairement de coton. Et enfin, un dernier projet, Eurarofil, qui est aussi sur du recyclage chimique. Hein. L'idée, c'est d'adapter un procédé de dépolymérisation qui existe déjà sur un gisement textile. Donc, vous voyez, sur les projets, les 5 projets qui ont été retenus, on a quand même 2 projets qui sont à destination du recyclage chimique. Donc, c'est quand même pour dire que c'est plus juste une idée comme ça, mais ça devient vraiment concret d'accélérer cette partie. Donc, j'ai dit beaucoup de choses pendant la présentation. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on va être amené de toute façon à plus collecter de textiles du fait du marché, du fait de notre objectif chez FHM. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, qu'on est capable de faire, hein, de collecter plus. Maintenant, ce serait vraiment d'aller dans une impasse, de collecter plus et de ne pas du tout développer l'industrie du recyclage. On va se retrouver avec un gisement qui est important, dont on ne saura pas quoi faire, malheureusement. Donc aujourd'hui, l'enjeu majeur c'est vraiment d'industrialiser le recyclage. Et grâce à différents outils, on peut y arriver, et grâce aussi à l'implication de tous les acteurs de la filière. Voilà, j'ai dit, je pense, l'essentiel sur nos projets de l'aval de la filière. Je pense qu'on va pouvoir prendre un petit temps pour vos questions-réponses. Je pense que c'est le bon moment, en tout cas. Donc, vous pouvez poser des questions les plus intéressantes, hein, que ce soit sur la partie recyclage, ça peut être sur la partie éco-conception. On va essayer de faire des liens entre les deux également. Merci Sophie. Alors, énormément de questions qui ont été posées dans l'espace Q&R. Donc, Adèle a répondu par écrit à la plupart des questions qui ont été posées lors de sa présentation
de la filière REP textile. Donc, on va se concentrer sur ta présentation, Sophie. Déjà, énormément de questions sur la réutilisation avec les 95 que tu évoquais qui partent à l'étranger. Alors, je vais grouper un petit peu les questions qui ont trait à ce thème-là. Ça tournait beaucoup autour de comment finalement assurer un suivi, comment est-ce que vous vous assurez qu'il soit bien réutilisé et finalement, pourquoi l'export est privilégié et Ouais, largement privilégié aujourd'hui. alors, c'est une très bonne question. C'est vraiment une réalité et on a à cœur chez Refashion d'être le plus transparent possible vis-à-vis de cette problématique. Aujourd'hui, ce qui se passe, et il faut être assez réaliste, c'est que il y a un gisement, vous l'avez compris, important de tester les chaussures qui arrivent en centre de tri, mais surtout, il y a un marché qui s'est créé autour de la réutilisation, un peu en France, bien sûr, mais aussi dans les autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs. Dans les 95%, la grosse majorité en fait, va partir plutôt sur le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. L'explication, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un marché qui s'est créé, il y a une offre et une demande, et on y répond tout simplement. Et ça fait quand même quelques années que ça existe. Vous devez tous avoir vu des documentaires qui sont passés ces derniers mois sur ce sujet-là. Nous, on est plutôt satisfait, n'est peut-être pas le mot, mais on est satisfait du fait que ce soit enfin mis en lumière parce que c'est une réalité auquel il faut un petit peu qu'il faut affronter. Et surtout, ça permet aussi au pouvoir public, aux citoyens de prendre conscience de ce qui se passe et de nous aider pour accélérer justement le recyclage et essayer de capter ce gisement et de le garder en France. Ou du moins en France, mais aussi en Europe, parce qu'on peut se dire que traiter le sujet de façon locale, c'est peut-être pas qu'en France, mais c'est aussi en Europe. Donc l'explication sur le marché de l'export, c'est simplement qu'il y a un marché qui existe et il y a vraiment une demande. En fait. Merci beaucoup pour cette question. Adèle, je continue avec celle-là. Donc, une deuxième question. Il y avait pas mal d'interrogations sur le recyclage chimique. Alors, avec plusieurs questions, peut-être que vous pourrez vous partager la réponse, Adèle et Sophie, en fonction de vos champs d'expertise. Déjà, est-ce qu'elle répond aux exigences Ecotex et GOTS? C'était une première question pour le recyclage chimique. Une deuxième sur est-ce que cette méthode de recyclage dégrade la qualité du monomère? Et enfin, quels sont les déchets qui sont issus de cette dissolution chimique et comment sont-ils traités? Alors sur les certifications, j'aurais pas la réponse toute faite, ça va beaucoup dépendre des industriels qui se sont positionnés sur le sujet. Donc je ne sais pas si ils répondent forcément à des normes aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quand même assez récent comme sujet et on n'est pas encore capable de dire quel est l'impact environnemental de cette solution. Il faut quand même être transparent là-dessus et j'y tiens beaucoup. On ne connaît pas l'impact environnemental du recyclage chimique. Sur le monomère, la dépolymérisation, c'est une certitude aujourd'hui, d'un point de vue technique, que la dépolymérisation permet de retrouver un monomère et de le retransformer ensuite pour qu'il devienne un polymère. Et ses compétences sont strictement les mêmes au polymère de base, issu de la pétrochimie. Donc ça, en termes d'efficacité, le recyclage chimique est bien plus important que le recyclage mécanique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la troisième question? Il y avait une question sur les déchets qui sont issus de la dissolution chimique et leur traitement. Oui, alors ça, c'est pareil. C'est des procédés qu'on ne connaît pas forcément encore dans le détail. Ça va dépendre de chaque industriel, comment il a traité le sujet. A priori, sur de la dépolymérisation, il y a peu de déchets quand même qui en ressortent. C'est toujours réintégré. Maintenant, ça va beaucoup dépendre de chaque processus industriel. Donc, on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui. Et donc, du coup, il y avait également une question sur est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mesuré l'impact environnemental de ces traitements, chimiques? Il y a des études il y a bien sûr des études qui vont être menées. Alors, ça peut être très bien être au sein de Refashion, mais c'est aussi, je dirais quand même aux industriels de se positionner avec des études bien complètes. Il y a des études ACV qui seront menées, bien évidemment, pour être implantées sur le territoire français. Alors moi, j'avais une question que je trouvais intéressante de traiter, alors qui posait la question de l'empreinte carbone de la transformation des textiles en fin de vie, mais excusez-moi, mais qui demandait aussi quel était le ratio de ressources naturelles qui est ajouté. Donc j'imagine par ressources naturelles, la personne entendait ressources vierges qui est ajoutée dans les différents procédés.
Ouais, alors c'est une bonne question. Ça va beaucoup dépendre de la méthode qui est employée. Il est vrai que pour refaire du fil aujourd'hui, il est important, on peut refaire du fil à partir de vêtements, hein, c'est l'étape du défibrage. Maintenant, les fibres, on essaie de les récupérer les plus longs possibles et les plus robustes possibles. Maintenant, il y aura toujours un besoin de réintégrer la matière à un moment donné qui soit vierge et de la mélanger en fait à la fibre de base. En termes de poids, quantité, je ne saurais pas forcément vous dire, mais c'est vrai que pour que le fil soit suffisamment robuste, qu'il réponde à différents cahiers des charges et différentes qualités et produits, il y aura à un moment donné la question de réintégrer en effet de la matière vierge dans ce traitement. Une personne qui trouve il manque une case sur la partie surcyclage, j'imagine dans la carto, donc réparation, transformation, customisation, qui pourrait être entre la revente et le recyclage et qui pourrait représenter des champs d'activité énormes. Est-ce que tu pourrais nous partager, Sophie, la position de ReFashion Alors, là-dessus? la surutilisation dont tu disais, Le surcyclage avec la réparation, la transformation, la customisation et donc en fait de l'upcycling. d'accord. Alors, en fait, le sujet de l'upcycling, il est réel aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives, de très belles initiatives hein, qui sont menées sur le marché français aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein de WeFashion, on a vraiment un enjeu important qui est de capter l'énorme gisement qui arrive en centre de tri. Et encore, ce n'est pas tout le gisement, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une grosse partie qui est aujourd'hui jetée dans la poubelle des ordures ménagères, qu'un jour on va devoir traiter. Et donc, on est sur des solutions industrielles. Et c'est vraiment pour ça que la plateforme aussi Recycle de WeFashion et que les projets du Challenge Innovation sont plutôt sur des unités industrielles. On va plutôt répondre au traitement de la matière avec des solutions qui vont permettre de capter un gisement assez important. L'upcycling, aujourd'hui, ce sont des démarches qui sont vraiment intéressantes et qui sont très nobles, mais il est réel que ça reste quand même c'est un traitement de gisement qui est beaucoup plus important, mais sur quelque chose de beaucoup plus petit. Et c'est pour ça qu'on ne l'adresse pas actuellement dans la cartographie et dans les différents outils et dispositifs qu'on a développés. On peut en fait conseiller sur ce sujet-là. On peut aussi mettre en relation avec des fédérations qui sont à même de répondre aux problématiques de l'upcycling. Mais sur l'aval de la filière chez ReFashion, il faut vraiment comprendre que le plus important, c'est d'industrialiser le recyclage. Et l'upcycling aujourd'hui ne répond pas forcément à ce besoin-là. Une ou deux questions encore. Il y avait pas mal de questions sur le challenge innovation, sur les projets. Alors notamment un participant qui demandait à quel moment, est-ce qu'on avait une idée du moment où les projets Revival, Green Cause et Aura Refill seraient déployés à l'échelle industrielle. Oui, bien sûr. Très bonne question. Il y avait une deuxième question là-dessus. Il y avait une deuxième question que je ne trouve plus, donc et aussi voilà, le prototype Mystery, pour quel horizon est-ce qu'on l'envisageait? Oui, bien sûr. Alors, c'est important c'est une très bonne question et c'est important de souligner que le soutien qui est donné par ReFashion, il est quand même sous certaines conditions. On suit les projets, il y a des lots dans chaque projet avec des objectifs à atteindre et on fait des points très réguliers avec les porteurs de projets. C'est vraiment important parce que l'idée, c'est pas simplement de soutenir et financer sans suivre ce qui va se passer. On est en général sur des projets qui vont s'étaler d'1 an et demi, souvent c'est 24 mois, donc 2 ans. Ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Donc la plupart des projets là, qui sont présentés, on est plutôt en moyenne sur une durée de 2 ans. Donc l'idée, c'est que en 2024, ce soit des solutions qui soient déployées vraiment à l'échelle industrielle. Je crois que j'ai répondu à la question. On est sur des projets en moyenne à 2 ans. C'est ça. J'ai vu une question sur un besoin de redéfinir boucle ouverte pour que ce soit bien clair pour tout le monde et qu'on n'ait pas à se mettre de doute dans le cadre de ce webinaire. Si tu pouvais nous redéfinir la boucle ouverte, s'il te plaît, Sophie. Oui, alors sur l'aval de la filière, tout ce qui est lié au traitement du gisement une fois qu'il est arrivé dans le centre de tri, on parle de boucle ouverte quand on va capter ce gisement et qu'on va l'adresser à d'autres industries que l'industrie de la filière textile.
Donc, quand on va parler avec des acteurs dans le bâtiment, dans l'automobile, l'ameublement, la décoration. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais il y a aussi la plasturgie. Donc, c'est toutes les étapes de préparation et d'intégration de la matière qui vont permettre d'arriver et d'adresser le sujet à des applications qui ne s'adressent pas en fait à la filière textile. En tout cas, c'est la définition de la boucle ouverte au sein de la filière aval. Et c'est vrai que dans le secteur de la filière textile en général, avec tous les autres facteurs qu'on peut connaître, les fédérations, etc., il peut y avoir des définitions boucle ouverte fermée qui soient un chouïa différente à certains niveaux. Mais en tout cas, sur notre sujet, c'est vraiment ça. C'est à quelle industrie on s'adresse, et quand c'est autre que le textile, on considère qu'on est sur de la boucle ouverte. J'en profite aussi pour remercier Sophie pour sa présentation et puis d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Il y en a beaucoup. On n'a pas eu le temps là sur ce webinaire de répondre à toutes vos questions. Donc, on va peut-être essayer de faire l'exercice de répondre à certaines d'entre elles qui reviennent fréquemment et de vous les envoyer post-webinaire. Alors, la thématique de ce webinaire, c'était mieux comprendre la fin de vie des textiles pour mieux les concevoir. On est dans le cadre des rendez-vous de l'éco-conception. Donc, l'idée, c'était de vous donner un premier aperçu de ce qu'est la fin de vie des produits textiles pour pouvoir derrière imaginer des pistes d'éco-conception pour que vous, à l'échelle de marques, fabricants, de distributeurs, vous puissiez aussi avoir la main sur la fin de vie de vos produits. Donc, on peut éco-concevoir pour faciliter le recyclage des produits. Alors, pourquoi c'est intéressant de mener ce type de démarche d'éco-conception? Parce que derrière, ça permet de récupérer la matière première d'un produit en fin de vie afin d'en faire un neuf. On l'a vu sur la cartographie, pour les produits en laine, en coton, les produits mélanges, on peut en faire des différents... il y a différents exutoires, donc c'est important de pouvoir récupérer cette matière pour en refaire des produits neufs et éviter l'utilisation de matières vierges. Donc, quelle solution? La première solution, c'est donc de limiter les perturbateurs de recyclage dès la conception du produit. Donc, j'ai vu dans les questions posées le terme de point dur qui est apparu. On va prendre le temps de le définir, ce terme point dur, mais c'est ce qu'on met dans les perturbateurs de recyclage. Ce sont tous les éléments qui vont empêcher en fin de vie de pouvoir faire toutes les opérations que vous citez, Sophie, de déchiquetage, d'effilochage, défibrage, broyage, etc., et qui vont empêcher de pouvoir récupérer correctement la matière. Alors, pour vous donner une première méthodologie de la forme que ça pourrait prendre, si on peut mettre la slide suivante, grosso modo, les différentes étapes pour limiter les perturbateurs de recyclage. La première, c'est de faire l'inventaire de tous les éléments qu'il y a sur un produit. Là, par exemple, je vous ai mis sur cette slide une chemise avec des matières, des accessoires, des boutons. Dans la matière, il y a parfois des mélanges, il y a un fil de couture, il y a de la teinture, il y a du thermocollage, il y a des étiquettes, etc. Donc, d'abord, essayer de faire l'inventaire de tous les éléments qui composent le produit. Ensuite, essayer de réfléchir à ce qui peut être idéalement supprimé, si ce n'est pas indispensable, ou si ce n'est pas possible de le supprimer, d'être remplacé. Il faut avoir en tête que plus un produit sera minimaliste, plus il sera derrière facile à recycler. Ensuite, si on travaille sur la question de la matière, le meilleur axe, on va dire, pour éco-concevoir, pour faciliter le recyclage, c'est de privilégier le monomatière. Vous le comprenez quand vous voyez la cartographie que vous a présentée Sophie précédemment, où on voit que chaque matière a un exutoire. Une matière égale un débouché en fin de vie. Si les produits qui sont mis sur le marché sont dans des mélanges qui sont très complexes, ça va forcément rajouter une difficulté à leur valorisation en fin de vie. Ensuite, il y a quelques plus petites recommandations d'éviter certains composants, donc notamment les fils métalliques. Donc, on en voit beaucoup en ce moment du lurex qui apporte de la brillance, qui vont parfois dégrader les matériels de recyclage et ou créer des impuretés dans la matière recyclée. Il y a aussi la question de l'élastane.
l'élastane peut dégrader aussi la qualité des matières recyclées et poser des problèmes dans les procédés de recyclage. Donc, dans l'idéal, on essaye de recommander de ne pas dépasser un taux de 5% d'élastane dans les produits. Et puis après, il y a limiter tout ce qui est finition épaisse, donc des inductions, par exemple, qui seraient très épaisses, ou les fameux points durs métalliques. Donc, par les points durs, on entend tout ce qui est boutons, zip, rivets, perles, et cetera. Donc, tout ce qui va gêner, il va pouvoir dégrader, créer des étincelles dans les machines qui permettent de recycler et créer des impuretés dans la matière recyclée. Donc voilà, il y a un certain nombre de recommandations et de best practices qui peuvent être mises en œuvre, hein, qui sont évidemment à inclure dans une démarche globale d'éco-conception et s'assurer de ne pas dégrader la performance du produit, que ce soit une performance fonctionnelle, voire esthétique. Mais voilà, il est possible de mener des actions dès en amont pour faciliter le recyclage des produits. Je voulais terminer en vous disant que toutes ces recommandations d'éco-conception sont disponibles sur la plateforme Ecodesign. C'est une plateforme d'éco-conception que nous avons lancée ReFashion en 2020, qui a pour objectif de condenser toutes les ressources sur l'éco-conception des textiles et des chaussures au même endroit, de vous apporter des ressources bibliographiques, des fiches synthétiques, des fiches méthodologiques, des retours d'expérience de marques qui sont prêtes à témoigner sur ce qu'elles ont déjà mis en place. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à y faire un tour. C'est gratuit et en open source et c'est présent pour vous outiller. Voilà pour moi. Je vais peut-être laisser Juliette clôturer du coup. Merci Adèle. Oui, donc merci à tous et à toutes les participants. Merci à Sophie pour cette présentation et les réponses aux nombreuses questions. Donc, comme le disait Adèle, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, à voir si on peut effectivement répondre à certaines d'entre elles après ce webinaire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous voir le 24 mai et puis à très bientôt. Merci à tous pour votre présence et bonne journée.